C'est quand même dingue de se dire qu'une simple langue inventée a pu terrifier les plus hautes sphères d'un État, non? Dans ce décryptage, on plonge direct dans la France de l'entre-deux-guerres. Et croyez-moi, on ne va pas parler de bataille territoriale ou d'économie, mais d'un affrontement autour de quelque chose qui paraît totalement inoffensif. On va voir comment la création d'une langue est devenue un véritable champ de bataille idéologique et comment ça a réveillé les angoisses profondes d'une nation victorieuse militairement, mais qui se sentait culturellement sur la défensive. Pour bien capter l'ampleur du truc, gardons ce chiffre en tête. 20 000. En 1922, c'est le nombre ahurissant d'élèves qui apprennent l'espéranto, juste là de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Et on ne parle pas d'une petite mode passagère ou d'un club très fermé, c'est un mouvement de fond massif. Imaginez un peu la scène. L'Europe sort des tranchées, elle est en ruine, on cherche désespérément de nouvelles façons de communiquer, et boum, cette statistique déclenche une véritable panique à Paris. L'idée qu'une langue internationale gagne autant de terrain chez l'ancien ennemi, c'est perçu comme une urgence absolue. Parce que oui, au lendemain de la guerre, la crédibilité de ce mouvement explose littéralement. L'espéranto n'est pas seulement enseigné par plus de 600 profs en Allemagne, il est validé par l'élite intellectuelle mondiale. Au congrès de Kassel en 1922, devinez qui on retrouve parmi les participants? Albert Einstein en personne. Rien que ça. Forcément, le soutien d'esprit aussi brillant donne une légitimité foudroyante à cette jeune langue. Ce n'est plus un vague projet utopique, c'est du sérieux, c'est moderne et c'est soutenu par la science. Alors, plongeons-nous là-dedans. Lors de ce même rassemblement, on a 42 scientifiques de très haut niveau qui signent une déclaration pour saluer l'invention du docteur Zamenhof. Et les mots choisis sont super importants. Logique et simplicité. Pour ces esprits hyper rationnels, l'espéranto, c'est carrément la solution technique parfaite pour briser les barrières de la communication humaine. Mais voilà, cette efficacité redoutable, reconnue par le monde scientifique, elle va sérieusement faire grincer des dents au sommet de l'État français. Ce qui nous amène à la première grande étape de cette histoire, la contre-attaque française. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Pour une France exsangue après la Première Guerre mondiale, ce succès linguistique n'est absolument pas vu comme un beau triomphe de la fraternité humaine. Pas du tout. C'est perçu comme une menace existentielle directe pour l'hégémonie culturelle du pays. Du coup, la France décide de taper du poing sur la table. Le 3 juin 1922, le ministre de l'Instruction publique, Léon Bérard, sort une circulaire implacable. Interdiction totale de promouvoir l'espéranto dans les écoles. Il va même jusqu'à rabaisser la langue en la traitant de vulgaire code télégraphique. Sa justification, elle tient en une phrase lourde de sens. Le français sera toujours la langue de la civilisation. Bam! C'est une déclaration de suprématie absolue, l'espéranto est purement et simplement balayé au nom de la grandeur nationale. Si on décortique un peu les motivations derrière tout ça, on remarque vite que les arguments de Bérard ne sont pas du tout d'ordre linguistique. C'est du nationalisme défensif, clair et net, avec une vraie volonté de bétonner les frontières culturelles. L'espéranto est accusé d'être, je cite, un instrument d'internationalisme systématique, un ennemi déclaré des langues nationales. Bérard va jusqu'à dire que la langue est conçue dans un but précis, détruire l'esprit latin et le génie français. Résultat, il interdit formellement aux profs d'en faire la promotion et refuse de prêter le moindre mètre carré de salle de classe pour son apprentissage. Un vrai verrouillage intellectuel. Mais faisons un petit pas de côté vers la scène internationale, car l'enjeu dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Un an avant cette fameuse circulaire, en décembre 1921, la dynamique de l'espéranto était à son apogée à l'échelle mondiale. 11 pays s'étaient mis ensemble pour soumettre une proposition audacieuse à la Société des Nations, introduire l'espéranto dans absolument toutes les écoles du monde. C'était un moment charnière, l'opportunité incroyable d'établir un canal de communication neutre pour toute la planète. Sauf que la France veille au grain. En 1922, le délégué français, Gabriel Hanotaux, sort la carte du veto et pulvérise purement et simplement la proposition. Son argument est d'une franchise assez brutale. Il affirme que c'est le français qui doit devenir la langue internationale, notamment grâce à son rayonnement colonial. Et l'ironie historique de cette situation est juste dingue, le propre secrétariat de la Société des Nations était super favorable à l'espéranto. Mais la volonté de protéger un impérialisme linguistique a suffi à bloquer un projet mondial d'éducation. Et ça nous pousse directement vers notre deuxième point, avec un rebondissement assez inattendu, le paradoxe colonial. Parce que oui, il y a un énorme paradoxe. Si la France rejetait violemment l'espéranto sous prétexte que c'était une langue artificielle, un simple code, comment est-ce qu'on explique son comportement face à une autre langue complètement fabriquée à la même époque? Eh bien, pendant qu'on bannissait l'espéranto, l'armée coloniale française faisait activement la promotion, entre 1857 et 1954, de ce qu'on appelait le petit nègre. C'était un pidgin, une version ultra simplifiée du français, pas de genre, pas de nombre, un seul infinitif pour les verbes, bref, un outil linguistique créé de toutes pièces, exactement comme l'espéranto, pour faciliter la communication.
Sauf que celui-ci, il avait le soutien absolu de l'État. Et ça illustre brillamment tout le cœur du problème. Quand on met ces deux langues artificielles côte à côte, les véritables motivations de l'État sautent aux yeux. À gauche, on a l'espéranto, créé avec une ambition universaliste, pour favoriser l'égalité, l'émancipation, un vrai dialogue d'égal à égal entre les peuples. Et à droite, ce pidgin colonial, conçu sur mesure pour donner des ordres clairs et surtout maintenir une stricte hiérarchie et un ordre incontestable. La conclusion qui s'impose en regardant ça, elle est hyper percutante. Le rejet radical de l'espéranto n'a jamais, au grand jamais, été une histoire de critères esthétiques ou de complexité grammaticale. Le gouvernement français acceptait très bien une langue fabriquée tant qu'elle servait à maintenir la domination. En fait, ce qui terrifiait vraiment les autorités de l'époque, ce n'était pas la simplicité de l'espéranto, c'était la promesse subversive d'égalité absolue que cette simplicité portait en elle. Ce qui nous amène à notre dernier acte, le grand clivage idéologique entre Léon Bérard et Jean Zay. Pour bien capter la portée historique de ces choix linguistiques, il faut jeter un œil au destin des hommes politiques derrière tout ça. La politique de la langue, ce n'était que le reflet d'une vision beaucoup plus large de la société. Prenons Léon Bérard, le censeur de 1922. Son opposition s'inscrivait dans une idéologie hyper ancrée. Toute sa vie, il a défendu un nationalisme culturel très strict, lié à un ordre social basé sur la hiérarchie. Et l'histoire montre une vraie continuité dans ses idées. En 1940, face à la chute de la République, il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il va même poursuivre sa carrière comme ambassadeur de Vichy auprès du Vatican jusqu'en 1944. On voit bien que son combat pour la hiérarchie linguistique correspondait parfaitement à ses choix conservateurs par la suite. Continuons d'avancer et regardons comment tout ça évolue à l'échelle de l'Europe, parce que ça fait vraiment écho à l'histoire avec un grand H. Après l'interdiction française, l'espéranto va se prendre de plein fouet la montée des totalitarismes. Dès 1936, Staline lance une violente répression contre les partisans de la langue en URS. Et presque en même temps, en 1936-1937, Hitler mène des purges similaires en Allemagne nazie. En clair, les régimes totalitaires ne supportent pas une langue qui échappe au contrôle de la nation et qui parle de fraternité. Et c'est exactement dans ce climat ultra tendu, juste avant la guerre, qu'un ministre français, Jean Zay, prend une décision complètement à contre-courant en 1938. Le 11 octobre 1938, Jean Zay décide d'annuler les directives précédentes et d'encourager officiellement l'espéranto en France. Et attention, ce n'est pas juste un petit coup de tampon administratif. Au moment même où Staline et Hitler traquent les espérantistes, soutenir cette langue devient un immense acte de résistance culturelle. Jean Zay, qui paiera d'ailleurs cet engagement de sa vie et qui entrera au Panthéon en 2015, a tracé une ligne morale très nette ce jour-là. Face à l'autoritarisme, il a clairement fait le choix de l'ouverture et de la liberté. En fin de compte, toute cette histoire autour de l'espéranto dans l'entre-deux-guerres, c'est bien plus qu'une simple anecdote sur la linguistique. C'est la preuve d'un conflit permanent entre la volonté de protéger un pouvoir établi et le désir de s'émanciper. Et tout ça nous laisse sur une vraie réflexion, ultra pertinente aujourd'hui dans notre monde hyper connecté. Quand on réfléchit aux outils qui nous permettent de communiquer par-delà les frontières, quel est notre but profond ? Une langue internationale est-elle censée être un instrument pour imposer sa puissance ou bien un pont pour garantir l'égalité de tous ? Voilà une question fascinante qui mérite vraiment qu'on continue d'y réfléchir.